François Bourguignon. À vous, donc ça, non, je vous embête. Je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, voilà, j'ai bien cette chose-là. Non, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Mais vous avez des choses à dire, ça c'est sûr. J'espère. Oui, c'est sûr. D'abord, dire merci à l'AIRE et à Marc pour cet événement et pour m'avoir invité. Effectivement, en regardant la liste des gens qui ont contribué à ce thème où on m'a fait la grâce de me faire apparaître, j'ai réalisé que ça faisait exactement 20 ans que je travaillais sur des sujets. Je crois que ça va faire un tout petit peu plus que ça, parce que j'ai commencé, je crois, à travailler sur ces questions-là et à simuler un revenu universel d'existence avec Tony Atkinson en France, en Angleterre, un peu avant. Donc, effectivement, je me rends compte que ça fait déjà un certain temps que le thème m'intéresse. Et donc, ça fait un certain temps que l'hypothèse, puisque c'est le titre de cette session, l'hypothèse du revenu universel, je trouve le titre est bien choisi, puisque effectivement, ça fait très longtemps qu'on en parle et que, en fait, les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent sont très, très limités. Alors, ce que je voudrais faire dans le temps qui m'est imparti, c'est simplement insister sur quelques points en faveur du revenu universel, quelques points qui sont souvent soulignés pour montrer qu'il s'agit plus d'une hypothèse que d'une réalité que l'on pourrait considérer à terme, et dire quelques mots en conclusion. Mais peut-être avant de commencer, je voudrais signaler le fait que le mécanisme du revenu universel, il existe de façon partielle aujourd'hui dans le système redistributif français, bien qu'il ne soit jamais présenté de cette façon-là. Si je regarde le cas de l'assurance maladie, j'ai un système dans lequel pratiquement tout le monde, oublions le problème de la CMU, etc., prenons le cas de tous les actifs, cotisent de la même façon sur les mêmes pourcentages et reçoivent exactement, presque exactement, le même service. Le même service, ça n'est pas un transfert monétaire, le service est une assurance maladie. Et sauf à considérer que les gens les plus riches sont plus souvent malades ou sont plus gravement malades que les gens les plus pauvres, ou éventuellement ont plus recours aux soins de santé que d'autres, sauf à rentrer dans ces considérations-là, on a exactement un système là dans lequel on a un bénéfice qui est le même pour tous, bien qu'il ne soit pas monétaire, et on a une contribution qui est le taux identique, le flat tax, comme on dit en anglais, pour l'ensemble. Et donc, je trouve qu'il est assez intéressant d'insister sur le fait qu'il existe déjà à l'intérieur de notre système des mécanismes qui jouent exactement le même rôle que le revenu universel, c'est-à-dire offrir à chacun exactement le même revenu minimum garanti, transférer à chacun exactement ce revenu universel, les 500 € pour une personne célibataire, plus 250 € s'il y a un enfant à charge, et puis plus 500 € si il s'agit de deux personnes ou deux adultes vivant ensemble, et en même temps d'avoir un taux d'imposition à partir du premier euro, qui était ici de 25%, il me semble dans certains calculs de Marc avoir repéré 30%, mes propres calculs, je crois, étaient de l'ordre de 30%, mais peu importe. Le point important, c'est que tout le monde paye ce 30% à partir du premier euro. Éventuellement, si on veut vraiment avoir quelque chose de très progressif en haut de la distribution, rien n'empêche évidemment d'avoir une surtaxe qui permettrait de taxer un tout petit peu plus fort les revenus les plus élevés. Donc, on peut effectivement aménager sans trop modifier le système une progressivité qui ressemble à celle que l'on a à l'heure actuelle. Donc voilà ce en quoi consiste ce revenu universel d'existence. Alors maintenant, quels sont ses différents avantages ?
Je crois que quand on a commencé à parler du revenu universel comme une hypothèse à considérer de façon sérieuse, il y avait deux arguments qui étaient mis en avant. Il y a un premier argument, je dirais que les philosophes, en particulier Van Parijs, ont plutôt insisté sur le côté citoyen. D'ailleurs, certains appellent le revenu universel le revenu citoyen. Parce qu'on est citoyen des pays, on a le droit à ce revenu de base qui est versé à chacun. On peut discuter citoyen contre résident, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc il y avait un côté démocratique, un côté de solidarité citoyenne derrière cette notion-là. À partir du moment où on fait partie d'une communauté, la communauté vous garantit un niveau de vie minimal. Ça, c'est un des arguments qui a été mis en avant pour justifier le revenu universel. L'autre argument est complètement pratique. Et il consiste à dire c'est probablement le système le plus simple que l'on puisse imaginer pour redistribuer, pour garantir, pour assurer à chacun un niveau de vie minimum et pour redistribuer. Alors, beaucoup de personnes, quand ils entendent ça, disent mais comment vous redistribuez avec un taux d'imposition qui est pratiquement le même pour tout le monde? Alors oui, le taux d'imposition marginal est le même pour tout le monde. Chaque euro gagné va être taxé à 25%. Mais le fait que chacun aura reçu comme, disons, comme crédit d'impôt la somme de 500 €, on voit bien que le taux moyen d'imposition, c'est-à-dire le rapport entre l'impôt payé sur le revenu total des individus, va, lui, augmenter avec le niveau de revenu des gens. Plus le revenu sera élevé, moins les 500 € de revenus garantis seront importants. Et donc, le taux moyen va converger vers 25%. Mais pour les gens qui sont en bas de la distribution, eh bien, si je regarde ce qui se passe au premier euro, le taux moyen d'imposition est égal à 0. Donc, on a bien un système qui est progressif dans la mesure où le taux moyen d'imposition est bien croissant avec le revenu. Et c'est effectivement quelque chose de relativement surprenant qu'avec un système qui a deux paramètres, le revenu garanti, le taux marginal d'imposition, on est capable effectivement de faire de la redistribution et éventuellement de faire de la redistribution importante. Tout va dépendre évidemment des deux paramètres. Donc il me semble que ça, c'est l'argument qui a été utilisé pour justifier de considérer le revenu universel. Alors effectivement, la transparence de ce système est complète. Et si vous comparez le système dans lequel on vit avec la myriade de paramètres qui le déterminent, et ce système-là, si on devait au Parlement voter sur l'évolution du système redistributif, voter sur 2 ou 3 paramètres, ça n'a rien à voir avec voter sur je ne sais combien de paramètres, même quand on considère l'impôt sur le revenu d'aujourd'hui, voter non seulement sur les taux correspondant aux différentes tranches, mais voter aussi sur la taille des tranches. Donc, gros avantage, transparence contre opacité totale. Ce matin, M. Fragonard parlait d'un système baroque à propos du système français. Je crois que c'est même pas, on ne distingue plus à l'intérieur du système français si c'est du baroque ou du rococo. Le système est complètement opaque, l'écran est complètement noir. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est véritablement important. Autre élément qui se rapporte peut-être plus à la première justification du revenu universel, c'est cette notion d'assurance. Et on a parlé là de Benoît Hamon et de la campagne présidentielle dans laquelle Benoît Hamon a effectivement mis en avant le revenu universel. Il l'a mis en avant comme principalement un argument d'assurance qui consistait à dire on entre dans une période où manifestement le marché du travail va être complètement bouleversé, dans lequel la notion de salariat permanent à temps plein pendant l'ensemble d'un cycle vital va disparaître. Dans ces conditions-là, il est absolument nécessaire de garantir
à chacun un niveau de vie qui soit adéquat, même si les situations sur le marché du travail évoluent ou changent de façon très brutale et très fréquente. Et effectivement, c'est un avantage qu'offre le revenu universel. Donc on peut penser à un monde dans lequel il y aurait de plus en plus d'auto-entrepreneurs, dans le monde dans lequel il y aurait de plus en plus d'intermittents. Et dans ce monde-là, il est exact que ce système, même avec les paramètres qui ont été indiqués, joue un rôle d'assurance non négligeable. Alors, je crois aussi qu'il est important de bien distinguer, par rapport à la discussion qu'on avait ce matin, le revenu universel d'existence et le revenu universel d'activité, sur lequel, effectivement, il y a les travaux que l'on sait. Le revenu universel d'activité s'intéresse uniquement à la consolidation d'un certain nombre de prestations sociales en bas de la distribution des revenus. C'est quelque chose qui est effectivement important, nécessaire, et on ne peut que souhaiter que cet effort aboutisse à quelque chose qui soit satisfaisant. On peut même imaginer d'ailleurs qu'il y ait le revenu universel d'activité, soit un système de revenu universel d'existence limité au bas de la distribution, dans lequel il y aurait effectivement un revenu garanti et il y aurait un taux d'imposition fixe à partir du premier euro gagné. C'était d'ailleurs très exactement le projet RSA Activité qui avait été introduit par Martin Hirsch il y a quelques années. Donc on peut très bien imaginer que ce mécanisme à deux paramètres soit introduit dans le système, mais uniquement dans une partie du système. Le revenu universel d'existence considère que c'est sur la totalité des revenus, sur la totalité de la distribution des revenus que ça doit œuvrer. Autre point qui me semble important, c'est la mise en œuvre de ce type d'impôt. Généralement, quand on dit ça, voilà le revenu universel d'existence, 500 € pour tout le monde, et puis un taux d'imposition à 25%, les gens disent, oui, mais rendez-vous compte, on est obligé de prélever un impôt qui est une somme gigantesque. La réponse à ça est non. On ne change strictement rien au système, dans la mesure où on donne un crédit d'impôt aux gens. Si le revenu des gens est au-dessus d'un certain seuil, eh bien, le crédit d'impôt va se transformer en un impôt positif. Si le revenu des gens est inférieur à un certain seuil, ce sera un véritable crédit d'impôt. Donc on peut complètement fonctionner, et c'est aussi quelque chose qui a été dit ce matin, avec un système de crédit d'impôt et de prélèvement à la source, puisque évidemment ce taux unique d'imposition universelle, parce qu'il touche tous les types de revenus et tous les individus qui perçoivent un revenu, évidemment, il est relativement facile de le prélever à la source, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des revenus du capital, qu'il s'agisse des loyers, si on admet, après la discussion de ce matin, qu'on veut taxer les loyers, etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a un élément très important de facilité qu'on ne peut pas oublier, d'autant plus dans le cas de la France qu'on vient d'effectuer ce passage au prélèvement à la source. Et puis, dernier avantage de ce système, c'est que, en fait, il n'est pas très éloigné, quand on regarde l'ensemble, du système que l'on peut observer aujourd'hui. Quand on regarde la redistribution qui est effectuée par le système fiscalo-social français aujourd'hui, on n'est pas forcément loin, et ça, ça existe, c'est vrai, depuis la création du RMI, en quelque sorte. On n'est pas très très loin d'un système dans lequel il y a effectivement un revenu garanti, et puis finalement les gens payent un impôt, pas nécessairement, mais pas forcément très très loin à partir du premier euro. Le taux d'imposition n'est pas le même pour tout le monde, mais on a quelque chose qui ressemble au revenu universel de base. Et ça, c'est assez important parce que ça montre qu'il n'est pas question, si on devait passer à ce système-là, ça n'est pas une révolution dans le sens où on va modifier radicalement la position des uns et des autres. Évidemment, il y aura des perdants, évidemment, il y aura des gagnants, et c'est ça qui rend les choses compliquées, mais la proximité est vraiment quelque chose d'important.
Du côté des problèmes, des questions, des frictions que pourrait entraîner le revenu universel d'existence. Le premier point, c'est que ce système est peu envisageable si on n'a pas une individualisation de l'ensemble de la redistribution des systèmes fiscalo-social. C'est-à-dire qu'on a parlé ce matin de la politique familiale, ça signifie que la politique familiale se résume purement et simplement à une allocation familiale, à l'AFU pratiquement, qui sont les 250 € qu'on a vus tout à l'heure, comme le revenu universel d'existence attribué aux enfants entre plus de 14 ans, de 14 à 19 ans, peu importe. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Depuis très très longtemps, depuis pratiquement que personnellement j'ai travaillé sur les questions de redistribution et de fiscalité en France, le débat sur la politique familiale, et en particulier sur le quotient familial, est un débat qui est très vif et dans lequel beaucoup de gens expriment des opinions très tranchées. Et effectivement, derrière ce système-là, il y a une volonté d'aller contre cette philosophie que représente le quotient familial. Alors, il faut bien voir tout de même que si on faisait ça, on ne serait pas les seuls. Il faut bien voir que c'est dans le sens contraire qu'on est véritablement exceptionnel. Le quotient familial, même s'il est plafonné, même si avec le temps peut-être qu'il finira par disparaître à force de faire baisser le plafond, le quotient familial est quelque chose qui est complètement français. Le quotient conjugal lui-même commence à devenir relativement rare dans la plupart des pays développés. Donc il y a quelque chose sur lequel il faut s'interroger dans la mesure où on peut vivre très bien et avec une redistribution très satisfaisante sans qu'il y ait effectivement comme système de politique familiale quelque chose qui soit aussi important que le quotient familial en France. D'autre part, on peut aussi dire que l'évolution sociologique mène des familles conduit à une individualisation. Les gens, peut-être que je m'arrête, c'est ça? Ça va. Non, bon, vous me faites signe. Non, ça va. On constate qu'il y a une individualisation des comportements. Le fait que les couples se font et se défont, que quand ils se défont, les enfants suivent l'un l'autre, les familles recomposées, etc. Même les enfants ont un sens de l'individualité beaucoup plus fort aujourd'hui que c'était le cas auparavant dans les familles, entre guillemets, traditionnelles. Donc, cette idée d'aller vers l'individualisation, elle n'est pas nécessairement en contradiction avec l'évolution de la société. En particulier, et j'insiste sur le fait que depuis déjà très longtemps, dans le cas du quotient conjugal, il y a une réclamation de la part des féministes disant mais il y a quelque chose d'anormal dans ce système-là, dans la mesure où si on considère que la femme est plutôt le deuxième apporteur de revenus dans un couple dans lequel les deux sexes sont présents, eh bien, ce deuxième apporteur de revenus commence à travailler. Le premier euro gagné par cette personne est taxé à un niveau qui est supérieur au premier euro gagné par l'autre personne. Et donc, quelque part, le système du quotient conjugal pénalise l'activité du deuxième apporteur, qui très souvent est une femme. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement un argument très fort qui va dans le sens de l'individualisation. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Je conçois que c'est quelque chose qui est discutable, qui est difficile, qui a des éléments d'éthique dans cette question de l'individualisation, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'envisager un revenu universel sans que cette individualisation ait lieu. Et d'un autre côté, je ne pense pas qu'on puisse reculer ad vitam aeternam en France la question de l'individualisation du système fiscalo-social. Deuxième critique faite au revenu universel, c'est que, bon gré, malgré les dépenses qui deviennent inutiles
à cause du revenu universel, notamment toutes les prestations sociales destinées à soutenir le revenu des personnes, le niveau de vie des personnes, le RSA en particulier, et puis tout ce qui vient un peu avec le RSA, la prime d'activité et tout ça. Il reste vrai que il y a le taux marginal le revenu universel va augmenter le taux marginal de prélèvement sur l'ensemble de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cotisations retraite continuent. Elles pourraient être diminuées sous certaines hypothèses concernant la liaison entre le revenu de base du revenu universel et les minimums vieillesse, etc. Mais une grande partie des cotisations retraite sont maintenues. Les cotisations maladie sont maintenues. Les cotisations chômage sont maintenues. Il n'y a pas de raison d'éliminer l'assurance chômage parce qu'il y a le revenu universel. Donc, de ce point de vue-là, il y a une grande partie des prélèvements qui sont maintenus. Il y a une petite partie des prestations qui disparaissent, mais ça signifie néanmoins que le taux marginal doit augmenter. Et si on considère qu'un taux marginal plus élevé va avoir un impact négatif fort sur les efforts, sur l'offre de travail, sur l'esprit d'entreprise, sur la prise de risque et sur l'innovation, effectivement, il y a un coût à considérer dans le revenu universel qui est dû justement à l'universalité du revenu universel. Vous voyez que la raison pour laquelle il y a un coût supplémentaire, c'est le fait que le revenu universel n'est pas ciblé. Aujourd'hui, on a un système avec le RSA dans lequel on cible les bas revenus pour les soutenir. Dans le revenu universel, on ne cible absolument personne. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus de stigmate de bas revenus ou de quoi que ce soit, puisqu'automatiquement, on a ce revenu de base. Et c'est le fait de donner ce revenu de base à tout le monde, sous une forme de crédit d'impôt la plupart du temps, qui fait qu'il y a un complément à payer. J'en ai presque fini. Oui, par contre, on peut dire que le taux marginal d'imposition pour les revenus moyens et les hauts revenus va augmenter, mais en revanche, le taux marginal d'imposition implicite des bas revenus, créés par des dispositifs du type prime d'activité, vont disparaître. La prime d'activité, vous savez que c'est un système extraordinairement compliqué, et quand je parle d'opacité, je donne toujours l'exemple de la prime d'activité comme la meilleure illustration de l'opacité. Je défie quiconque d'expliquer simplement à qui que ce soit comment fonctionne la prime d'activité. Et le fait que pendant un certain temps, on vous donne de plus en plus d'argent, et puis à partir d'un moment, on commence à supprimer ce qu'on vous donnait, mais à vitesse accélérée. Et donc dans cette partie-là, les taux marginaux d'imposition sont gigantesques. Non, pourquoi est-ce qu'on a ce système-là ? Simplement parce qu'on a décidé qu'il ne fallait surtout pas que les gens soient incités à travailler à mi-temps. Et donc, quand vous travaillez à mi-temps, souvenez-vous de la discussion qui a eu lieu au moment où, avec la crise des Gilets jaunes, il y a eu l'augmentation de la prime d'activité. L'augmentation de la prime d'activité qui a eu lieu, elle était tout à fait extraordinaire dans la mesure où les gens qui étaient à mi-temps n'ont pas touché 1 euro supplémentaire. C'était uniquement les gens qui étaient au-delà du mi-temps et qui allaient vers le temps complet. Donc, c'est d'une complexité redoutable et ça génère des taux marginaux très élevés qui font que les gens peuvent essayer de jouer avec le système. Le revenu universel élimine ces jeux et le fait que les gens se réfugient dans une partie du système qui leur est particulièrement favorable. Alors, je termine en disant, à partir de ces avantages et de ces inconvénients que j'ai signalés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne crois pas qu'il y aura un grand soir où on dira du jour au lendemain, ça y est, on adopte le revenu universel d'existence et le taux général de marginal est de 25% et le revenu garanti de 500 €, et qu'on commencera à discuter de ces paramètres. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. J'espère que d'une façon ou d'une autre, on va dans cette direction-là. J'espère que d'une façon ou d'une autre,
on va dans le sens d'une simplification de l'ensemble du système. Si la réflexion ou l'hypothèse du revenu universel sert uniquement à essayer de simplifier le système et à s'approcher progressivement d'un système qui lui ressemble, je pense que la réflexion et la discussion telle que celle qu'on peut avoir aujourd'hui est vraiment importante. Mais je termine sur un point pessimiste, qui est de dire que finalement le problème est souvent la complexité du système redistributif est aussi en partie un reflet de la vie politique d'un pays. C'est vrai que beaucoup de dispositifs qui sont observés dans différents types de prestations. On en a eu des exemples ce matin à propos de l'allocation de rentrée scolaire, etc. Beaucoup de ces dispositifs sont en fait le résultat de politiques ou de personnalités politiques qui cherchent à mettre en avant une réforme dans le système et qui va leur permettre d'apparaître comme étant les auteurs de cette réforme. Mais finalement, quand on cumule toutes ces réformes, on aboutit à l'illisibilité totale dans laquelle on est aujourd'hui et qui pourrait être résolue par un système du type revenu universel. J'en arrête là.